la transition écologique sera locale ou elle ne sera pas. Aujourd'hui, on ouvre la télé, n'importe quoi, un média, même LinkedIn, et on va être arrosé au moins 3, 4, 5 fois par jour de l'urgence d'agir pour le climat. Et pourtant, malgré ce niveau de conscience, on a toujours le sentiment d'être dans l'action et on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire, comment avancer, etc. On est sur un problème global et donc d'un point de vue logique, on se dit problème global, eh bien, il faut agir au niveau global. Et dans le même temps, on regarde les COP, on regarde l'ONU, et à chaque COP, on va au bureau des pleurs et on se dit, ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Après, on voit l'Union européenne qui nous sort son Green Deal en 2019, et avec la mesure phare 4 ans plus tard pour nous expliquer qu'en 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques que des voitures électriques, et moins d'un an après la mesure phare, la Pologne, l'Allemagne, l'Italie qui disent ouais, en fait, vous savez peut-être, on va peut-être pas le faire quand même cette voiture électrique. Bon, alors on se rabat sur le niveau national et puis on va se faire une petite taxe carbone sur le carburant, on va augmenter de 4 centimes et on va se prendre les gilets jaunes, donc la révolte. On va se dire tiens, on se fait une petite convention citoyenne du climat et puis tout ça passera sans filtre et puis à la fin 90% est soit vidé de la substance, soit voilà, amoindri. Donc moi, il y a une citation d'Einstein que j'aime bien, c'est la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et donc je me dis que si au niveau international ça ne fonctionne pas avec les COP, si au niveau européen ça ne fonctionne pas, si au niveau national, dès qu'on fait quelque chose d'un peu puissant, impactant, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui reste? Le niveau local. Voilà. Et donc la thèse un peu de mon livre et l'angle de mon livre, c'est d'être plutôt centré sur le local, de changer le centre de gravité. Aujourd'hui, on est un peu dans une tour d'ivoire dans laquelle les niveaux internationaux, européens pour l'Europe en tous les cas, et nationaux déversent des réglementations, des plans d'adaptation en disant vous allez faire ceci, pas cela, vous allez construire comme ça, vous allez manger, etc. Et ça tombe du haut vers le bas et les citoyens se disent mais pourquoi? Et on vient heurter des biais cognitifs, le biais pour le présent, le biais d'intérêt, le biais d'aversion pour le risque, le biais d'aversion pour le biais de statu quo. Donc il y a une certaine résistance qui s'instaure. Et donc ce que je propose pour terminer là-dessus, c'est d'agir au niveau local et de travailler en dynamique d'intelligence collective. C'est pour ça que le titre de mon livre porte le mot intelligence collective. Donc de faire co-construire au niveau local la façon dont on va vivre collectivement dans les prochaines années. Voilà, c'est ça un peu l'angle du livre. Alors le niveau local, là je m'appuie sur la loi de la proximité, qui est une loi que connaissent bien les journalistes. Ils appellent ça aussi la mort kilométrique, quand tu as une nouvelle à passer aux actualités. Est-ce qu'il vaut mieux mettre une actualité où il y a 10 000 morts à 10 000 km ou un mort à 1 km? Et en fait, quand tu es journaliste, ta première heure de formation, c'est de te dire qu'il faut mettre l'actualité où il y a un mort à 1 km. La loi de la proximité, c'est que j'ai besoin de me sentir proche de l'information, de l'action, par rapport à une proximité géographique, par rapport à une proximité temporelle. Ça ne doit pas être trop loin. Quand on explique la taxe carbone, il faut augmenter de 4 centimes pour sauver la planète en 2100, ça c'est trop loin de moi. Si on me dit qu'il faut que je sauve la planète pour des gens qui habitent dans un autre pays que je ne connais pas, ou des gens qui ne sont pas encore nés, ça ne me va pas non plus. Par contre, si on me dit tu vas co-construire un futur désirable, tu vas co-construire des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de consommation, avec une proximité géographique, donc des gens avec qui tu vis, une proximité temporelle, tu vas commencer à avoir des bénéfices du travail que tu vas faire, proximité aussi qu'on appelle affective ou sociale, des gens qui te ressemblent, qui sont proches de toi, à qui tu peux t'identifier. Donc le local, c'est ça. Le local, ça peut être une ville, ça peut être une communauté de communes, ça peut être ce qu'on appelle un bassin de vie, ça peut être... D'ailleurs, on devrait plutôt parler d'un territoire. Voilà, c'est en quelque sorte, c'est une ville, que moi j'appelle une ville franche, qui a une certaine autonomie, et son écosystème. Là, on est vraiment sur de l'innovation, en fait. Hein, dans les projets aujourd'hui qu'on voit, même dans ce qu'on appelle le plan d'adaptation, pour moi, je distingue deux types de projets. Je distingue ce que j'appelle les projets de statu quo,
on parle de réduction, comme la réduction de gaz à effet de serre, on parle de restauration, de préservation, il faut reboiser. Et ça, c'est bien, parce que ça ralentit la catastrophe climatique, mais pour moi, ce n'est pas ça vraiment l'objet. Je pense qu'il faut qu'on fasse notre deuil. Oui, ces projets de restauration, de limitation, de réduction sont importants, mais il faut maintenant faire notre deuil. On a un changement qui est pour toujours, et il faut aller sur des projets d'adaptation. Et adaptation, pour moi, c'est pas faire une digue, c'est pas reboiser, ça, c'est pas de l'adaptation. Ça, c'est du statu quo, c'est d'essayer de rester le plus proche possible de nos modes de vie actuels. Moi, quand je parle d'adaptation, je parle de résilience. C'est-à-dire de se dire, on va avoir des phénomènes climatiques, des trucs en termes d'eau, d'inondation, de feux de forêt, de pénurie alimentaire, etc. Et s'adapter, c'est réinventer, innover, dans sa façon de consommer, de se déplacer, de construire, etc. Voilà, c'est réinventer. Et donc on parle d'innovation. Voilà. Pour moi, un projet d'adaptation, c'est un projet dans lequel il faut innover, inventer. On pourrait parler de pragmatopie. Il faut être à la fois pragmatique et utopique. Et donc, évidemment, puisqu'on est dans l'innovation, on va avoir la courbe d'adoption d'innovation d'Everett Rogers, avec les early adopters, les suiveurs précoces, les suiveurs tardifs, etc. Et tout comme quand le chemin de fer est arrivé, il y avait des villes qui ne voulaient pas de chemin de fer parce que ça allait faire du bruit, de la fumée, etc. Donc l'idée, c'est de commencer par des villes dans lesquelles il y a des early adopters, des élus, des citoyens qui sont prêts à devenir ce que j'appelle un laboratoire d'innovation publique. Et ces villes donc, auront une grande autonomie écologique et vont inventer des nouvelles façons de se nourrir, de se déplacer, de construire, évidemment des choses ne vont pas fonctionner, il y aura des échecs, il y aura des choses qui vont fonctionner. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'on change le centre de gravité et que le national ou l'européen ou l'international qui sont dans une sorte de tour d'ivoire et qui balancent il faut faire ci, il faut faire ça, en mode ce que l'extrême droite appelle l'écologie punitive, eh bien qu'on change de centre de gravité et qu'on dise, ben non, en fait, le leader de la transition écologique, c'est le local, et nous, national, international, on vient se mettre au service de ce local, et donc on regarde les innovations qui ont fonctionné, et on va essayer de les déployer dans les villes, les communautés ou les territoires qui n'ont pas voulu être expérimentateurs. Et là, cette fois-ci, on peut rentrer plus en mode un peu directif, en disant, mais regardez, c'est pas nous, dans notre tour d'ivoire, on vous augmente de 4 centimes le diesel ou machin. Dans ce territoire, voilà comment ils ont réduit leur consommation de viande, voilà comment ils ont optimisé, réduit leur bilan carbone, etc. Et ces gens-là vivent autrement et ils vivent mieux. Et à ce moment-là, une fois que tu as le proof of concept, comme on dit en français, en bon français, eh bien, tu es plus capable au niveau national et international de l'imposer plus globalement. Donc moi, je dirais, je terminerai là-dessus, c'est que la transition écologique sera locale ou elle ne sera pas. Oui, il y a des exemples, il y a en particulier les Fab City, qui est un réseau de villes au niveau international qui prévoit pour 2054 d'être complètement autonomes dans leurs besoins avec des imprimantes 3D. Donc ce qu'ils souhaiteraient en 2054, c'est d'être capables de produire tout ce dont ils ont besoin pour vivre, avec des imprimantes 3D. C'est Barcelone qui a lancé l'initiative, et c'est exactement quelque part dans l'esprit de ce que je propose. Moi, j'appelle ça des villes franches, parce que je voudrais qu'on leur donne à peu près la même autonomie que celle qu'on donne à une province au Canada, à un Länder en Allemagne ou à un canton en Suisse, mais une autonomie thématique. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces Fab City, eh bien, elles sont quelque part, elles sont en train de faire ce que je propose, mais elles sont broyées, écrasées par des réglementations internationales, européennes, nationales, et donc elles sont bridées dans leur capacité à innovation. C'est comme si on te dit, tu peux innover, mais voilà toutes les barrières, tous les freins que tu as et qui te brident, quoi. Donc voilà, l'idée, ça serait... Donc il y a déjà des initiatives, évidemment, il y a plein de communes, par exemple dans le Clunisois, en France, il y a une communauté de communes, ils ont fait des choses, voilà. Donc il y a plein de petites choses qui se font au niveau local. L'idée que je propose n'est pas innovante en soi, mais je voudrais simplement libérer le potentiel de ces communautés, de ces territoires,
pour pouvoir accélérer les choses. Alors, est-ce que je suis du côté des gens qui pensent que la technologie va nous sauver, ou est-ce que je pense qu'au contraire la technologie ne va pas nous sauver? En fait, j'en sais rien. Voilà. On a toujours des surprises, hein. Quand ChatGPT est arrivé, c'était un peu comme on passait de 0 à 100, et puis en plus maintenant on passe de 100 à 200. Donc j'en sais rien, mais j'ai pas envie de jouer au casino. Voilà. J'ai pas envie de jouer ma vie et celle de l'humanité sur le casino et de parier qu'on va trouver une technologie qui va nous sauver. Moi je dis tant mieux si ça arrive. Je le souhaite sincèrement, je ne suis pas un technophobe, mais je ne ferai pas le pari. Alors que tout le monde cherche les technologies, qu'on mette de l'argent là-dedans, oui, mais il nous faut absolument, ça peut pas être le plan A. Pour moi, c'est le plan B. Le plan A, c'est avec la loi de la proximité, sur des territoires à qui on donne une grande autonomie, comment on peut transformer quelques territoires en laboratoires d'innovation publique pour qu'ils co-construisent, qu'ils inventent, ce que j'appelais la pragmatopie, je n'ai pas inventé la chose au passage, quelque chose d'à la fois de pragmatique et d'utopique, dans lequel on est dans l'adaptation, et non pas, on vous donne une autonomie, puis vous allez vous construire une digue pour empêcher l'eau d'arriver, ou vous allez mettre des détecteurs incendie sur chaque arbre, comme ça, s'il y a un feu. Non, ça c'est ce que j'appelle les projets de statu quo, où on essaie de ralentir la catastrophe. C'est bien, il faut le faire, mais il faut être plus ambitieux, faire son deuil, se dire que le changement est là pour toujours, et aussi avoir des vrais projets d'adaptation. Et pour moi, un projet d'adaptation, c'est la résilience. C'est-à-dire comment on est résilient, comment on vit au mieux le changement que le climat va nous imposer, quoi qu'il arrive. Alors, qui va prendre l'initiative de ça? Au démarrage, quand même, il faut une initiative politique. Évidemment, quand on est dans un État très centralisé, jacobin, comme en France, ce concept j'appelle de ville franche, donc une ville qui a une autonomie écologique équivalente à celle d'un Länder ou d'un canton, culturellement, voilà. Par contre, si on parle, et moi j'ai écrit ce livre au niveau mondial, donc si on propose cette idée au Québec, en Scandinavie, en Allemagne, où il y a déjà 3 villes qui sont des Länder, dont Berlin, à Bâle, qui est déjà un canton-ville, on risque d'avoir une plus grande réceptivité par rapport à ça. Barcelone a été l'initiateur des Fab City. Donc pour moi, il faut quand même qu'il y ait une impulsion au démarrage politique pour donner le cadre en fait d'autonomie. C'est un peu comme une direction d'innovation dans une entreprise. On dirait tu peux innover, mais tu n'as pas le droit de faire ça, 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 ça et ça. Ok. Voilà. Donc d'abord, il y a une petite impulsion politique qui est nécessaire. Et ensuite de ça, tout à l'heure, je disais que la transition écologique serait locale ou ne serait pas, mais la transition écologique sera démocratique ou elle ne le sera pas. Donc ce n'est pas le tout d'avoir des solutions, même de co-construire ces solutions avec la loi de proximité. Donc je co-construis avec mes voisins un futur désirable, c'est-à-dire en mode adaptation et pas juste en mode statu quo. Il faut absolument que ça soit démocratique. Et donc, à un moment donné, eh bien, il faudra passer par des référendums, par des référendums un peu à l'image de ce qu'on fait en Suisse, ou sur vraiment des choix, par exemple sur la consommation de la viande, sur les mobilités, sur les logements. On ne peut pas imposer par la force des choses, donc ça doit être démocratique. Mais la bonne nouvelle, c'est que si je vis dans une ville que je trouve trop innovante, j'ai juste qu'à changer de ville, à partir, en priant pour que l'État ne s'empare pas de l'innovation faite dans la ville où je vivais et la déploie massivement au niveau de l'État. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de l'impulsion politique, mais elle va dans le mauvais sens. En tous les cas, pour moi, ce qui bloque finalement, pourquoi on est dans l'inaction, il y a pas mal de causes que j'explique, il y en a 9 que j'explique dans mon livre, peut-être qu'il y en a plus, mais il y en a 9 et une de ces causes c'est la recherche du consensus. Alors parlons pas des dictatures où ils se foutent complètement du climat, mais dans les démocraties, il y avait une citation de Jean-Claude Juncker qui disait les élus savent très bien ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour traiter les enjeux climatiques, mais ils ne savent pas comment être réélus s'ils le font. Donc on a des élus aujourd'hui qui sont sur du court-termisme dans des problèmes qui sont à long terme parce que les élections sont à court terme. Et par ailleurs, s'ils mettaient réellement en œuvre en se disant tiens, on va vraiment faire ça,
les élections suivantes, on risque de se retrouver dans la configuration de Trump. Donc Trump arrive au pouvoir en 2017 et il écrase, et il sort des accords de Paris. Biden revient, il revient des accords de Paris. Trump revient, il ressort des accords de Paris. On parle quand même du pays qui pollue le plus dans le monde. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pour ça que toutes ces histoires d'accords de Paris, d'approche globale, etc., je pense que, ou de se dire, voilà, au niveau national, les élus vont finir par faire. Non, les élus ne vont pas faire parce qu'ils sont coincés par les élections, par la démagogie, par le fait que si on dit vraiment ce qu'il faut faire, on va activer des biais cognitifs, biais d'aversion pour la perte, biais de statu quo, biais d'intérêt. Biais d'intérêt, c'est l'égoïsme en fait. Voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est plus pragmatique et plus réaliste, même si je parlais de pragmatopie, de se dire, donnons une autonomie aux villes, laissons-les agir, co-construire, inventer c'est quoi notre ville, notre territoire en 2040 ou en 2050. On vit comment, on se déplace comment, qu'est-ce qu'on mange. Et ensuite, ça fait un proof of concept. Les gens vont vivre mieux, ils mangeront peut-être moins de viande, moins de choses, moins de pollution, moins de pesticides, moins de tout ça. Et après, l'État peut s'emparer de ça et devenir beaucoup plus légitime, ne pas apparaître comme de ce qu'on appelle l'écologie punitive, avec la technocratie qui décide ce qui est bon pour le peuple, alors que là on dit regardez, ce qui est bon pour le peuple a été conçu par le peuple, ça fonctionne, on a des témoignages, et ils vivent bien, ils ne sont pas déprimés, donc on va déployer ça au niveau global. Alors est-ce que nous avons des raisons d'espérer? Eh bien oui, sinon je n'aurais pas pris ce temps pour écrire ce livre. On a des raisons d'espérer. Ce qui nous freine aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas ou on fait peu et souvent on fait tout l'inverse de ce qui doit être fait. Dans les 50 dernières années, on a utilisé des processus décisionnels, sondage, réglementation, lobbying, pour prendre des décisions. Et tous les processus décisionnels qu'on a utilisés dans les 50 dernières années, c'est-à-dire depuis le rapport Meadows qui disait très exact, tout ce qui est écrit dans le rapport Meadows se réalise presque à la virgule. Donc depuis 50 ans, on sait ce qui va arriver aujourd'hui. Depuis 50 ans, on utilise des processus décisionnels, rapports d'experts, lobbying, sondage d'opinion, etc. Et on est dans la situation dans laquelle on est. Donc le message d'espoir, c'est que il ne suffit de pas grand-chose, donner de l'autonomie écologique à des villes, co-construire, hybrider des solutions qui soient entre l'utopie et le pragmatique, faire voter par la population en mode référendaire les solutions qui émergent, et à ce moment-là, on peut refondre les processus décisionnels, changer complètement les processus décisionnels et non plus avoir des processus décisionnels au niveau de l'international ou du national, même si d'un point de vue logique, un problème global devait être traité à un niveau global, et bien là, on a vraiment des raisons d'espérer parce que ce n'est pas grand-chose à faire pour que dans les 50 prochaines années, on fasse tout l'inverse de ce qu'on a fait dans les 50 dernières années.